l'opportunité de changement. Je vais commencer par dire c'est Ton micro est coupé, Eric. Eric, ton micro est coupé, Eric. On ne t'entend plus. Voilà. Voilà, et là, est-ce que vous m'entendez? Oui. Alors, j'ai eu deux patientes, une aide-soignante et une infirmière psychiatrique. L'aide-soignante me dit, je ne suis plus obligée aujourd'hui de voir les gens que je n'ai pas envie de voir. Ça fait du bien de découvrir le monde tel qu'il est et comme je le croyais comme ça déjà avant. Mais je ne pouvais pas le dire car ça choquait. Et une infirmière psychiatrique qui me dit, dans son service, on n'a pas les moyens, c'est chaotique. On était en situation de maltraitance avec les patients et aujourd'hui, ça change l'organisation dans le bon sens. Dans l'enfermement, elle me dit, c'est comme s'il y a plus de liberté. On s'occupe plus d'eux. Notre intention dans l'organisation de ces webinaires, c'est de questionner la crise et qu'après la première intervention des soignants, médecins et infirmières, aides-soignantes et tous ceux qui sont en première ligne, il est probable que c'est nous qui serons en deuxième ligne. Et donc, ça va nous poser la question, comme en situation de crise, de la sécurisation d'un côté et de l'autre, de l'opportunité du changement qui est dirigé vers le futur et qui pose la question du sens. Quand Gérard, on a échangé entre nous, Gérard, tu nous as dit, tu as dit, aujourd'hui on est dans une situation de transe négative, d'hypnose négative. Est-ce que tu peux reprendre ces termes et étayer ton propos? Je pense, mon cher Eric, que tu as eu l'intuition au moment de créer ton congrès qui n'aura pas lieu en juin mais en novembre. Tu avais intitulé ça le terme de sidération. Sidération et traumatisme. Tu m'entends là? Bon, il n'entend pas. Bon. On va le remettre. Je m'en occupe. Et je pense en effet que ce que l'on vit actuellement, c'est un état qui, bien sûr, n'est pas naturel et qui nous plonge peu ou prou dans un état de sidération. C'est-à-dire qu'on est effectivement dans cette fixation, dans cette hypnose négative, où d'ailleurs la plupart des gens, à travers les médias, etc., ne se concentrent que sur le virus, si j'ose dire, en ayant quelque part un peu oublié le contexte de nos vies, le contexte de la société elle-même. Alors, je crois que ce que le Covid, je dirais 19, nous révèle de nous-mêmes, c'est que les fléaux, les épidémies, les pandémies ne sont pas une découverte, c'est une histoire ancienne pour l'homme. Pour ne citer que deux exemples assez faciles, la pandémie de la peste noire au Moyen-Âge en 1348 et 1349 et la pandémie de la grippe espagnole qui a fait, on dit, à peu près 50 millions de morts. Si les pandémies, je dirais, apportent ou ont apporté une peur légitime dans la population, elles ont également suscité, comme elles suscitent en nous aujourd'hui, des angoisses dites irrationnelles. Et pour trouver un sens dans le chaos dans lequel nous sommes, l'homme a toujours cherché un bouc émissaire. C'est la première chose que je voudrais dire. C'est-à-dire que c'est l'étranger, c'est le juif, c'est toutes les populations minoritaires ou marginales qui, généralement, ont été sacrifiées et pour rétablir, ou peut-être illusoirement d'ailleurs, un sentiment de sécurité. Mais l'élimination du chaos par la crise sacrificielle n'empêche pas le retour à des angoisses qui vont surgir au moindre événement véritable. Celui qui est littéralement imprévisible, je dirais inanticipable,
qui me touche, qui nous touche tous, qui nous traverse et modifie notre quotidien. Parce que derrière toutes ces peurs, derrière toutes ces angoisses, il y a quelque chose de fondamental, c'est l'angoisse primordiale qui se révèle et qu'on peut traduire de cette manière. Chaque homme est confronté à cette dette du commencement dans laquelle nous venons au monde, à savoir que nous sommes tous appelés à mourir et les discours politiques, les discours scientifiques, les connaissances scientifiques, bref, la raison ne suffira jamais à faire taire cette angoisse, car celui qui tente de l'expliquer se trouve vide dans des profondeurs vides, si j'ose dire. En affirmant cela, ce qui m'apparaît un curieux paradoxe, c'est que l'angoisse me permet d'éprouver la vie. Elle est aussi l'occasion de découvrir que je ne suis pas seul à vivre cette expérience, et c'est ce que l'on vit tous aujourd'hui. Donc je partage avec autrui, avec nous tous, la même expérience. Or, les mesures sanitaires qui sont prises actuellement, si on y réfléchit un peu, sur le plan mondial, sont construites sur le modèle de la barrière, sur le modèle de la rupture, sur le modèle de l'isolement à l'égard de l'autre homme. Autrement dit, les mesures sont construites sur une forme de déshumanisation de l'homme. Et je crois que jamais comme avant, notre ami Bertrand Vergely, convié d'ailleurs à ton colloque, et qui est déjà venu plusieurs fois à Mimétis, disait « L'humanité ne cesse de se faire et de se défaire devant nous ». On voit des initiatives très heureuses où l'humanité est en train de se refaire, on en voit d'autres où manifestement elles sont en train de se défaire. Donc cette figure, je dirais, du traitement actuel du virus, qui vise à endiguer la propagation entre les hommes, ne peut se réduire également à des algorithmes ou à des données prédictives, car celui qui souffre est pris par l'angoisse. On est tous aujourd'hui, plus que jamais, dans ce que j'appellerais la clinique de l'incertitude. Et ça, je crois qu'il faut vraiment qu'on y réfléchisse à cette notion d'incertitude, parce que c'est une invitation à se regarder vivre dans le quotidien, c'est une invitation à aller vers une expérience intérieure, et force est de reconnaître qu'il y a énormément de conseils qui sont diffusés sur les réseaux, mais avant de reconnaître la validité de ces conseils, ce que je ne conteste pas, faut-il aussi s'interroger sur nos besoins véritables. Là, on a une opportunité de repenser nos vies de façon à espérer, ce n'est pas une garantie, que l'après, le jour d'après, ne soit pas effectivement comme le jour d'avant, mais là, il y a beaucoup de travail à faire. Si je rebondis sur tout ce que tu viens de dire, Gérard, ça m'amène justement à cette question des besoins véritables. Et quand j'entends cette question des besoins véritables, je ne peux pas m'empêcher d'évoquer le fait que notre société a d'abord construit sur une représentation des besoins qui étaient des besoins fonctionnels, jusqu'à ce qu'apparaisse la confirmation, l'observation et la confirmation dans notre société par les spécialistes de l'attachement, à travers des expériences de Harlow, qu'on ne pouvait pas réduire l'humain à des besoins primaires, manger, boire et, et dormir. Et l'autre élément qui me semble important, c'est que notre société a développé à partir de ses besoins fonctionnels toute une construction autour de toute la culture moderne, autour de la technologie. Et autour de cette technologie, c'est mis en place une vision autour de la planification, la bureaucratie, l'industrialisation, bref, des processus de généralisation et d'indifférenciation. La question est, qu'est-ce que le retour, ou la question, la présence de l'humain et cette nécessité d'être en lien, qu'est-ce que la question que je me pose, c'est comment elle va venir nous questionner et dans le fait de venir nous questionner, quel sens elle va donner et quelle présence elle va donner au sens de notre existence. Est-ce que c'est le retour et la continuité d'une vision fonctionnelle et instrumentale ou est-ce que c'est la révélation que l'humain n'existe
que dans le lien. Alors, je crois que tu as parfaitement raison de souligner ça, parce que l'essentiel, c'est le lien. Le lien est le plus puissant moteur de résilience, c'est-à-dire de pouvoir traverser non seulement l'épreuve, mais je dirais les traumatismes qui vont advenir, parce que les syndromes post-traumatiques, on ne les a pas tout de suite, on les a après un mois de confinement, fort heureusement pas chez tout le monde, mais que le lien reste effectivement le moteur essentiel pour arriver à traverser cela. La question qui est corrélative de ça, et un mot qui revient régulièrement sur les antennes, dans les articles et à la télévision, c'est le terme de vulnérabilité. Et je pense qu'il faudrait un peu éclairer ce terme de vulnérabilité parce que on a l'impression que la vulnérabilité, ça serait pratiquement quelque chose de consubstantiel à l'homme, ce qui est possible. En même temps, la vulnérabilité, je dirais, faisons attention à ce danger. Je me rappelle vous vous rappelez de ce roman de Stefan Zweig, La pitié dangereuse, où le héros, je dirais, s'approche, tombe amoureux d'une belle jeune fille dans un bal. Il s'approche pour lui proposer de danser, mais elle est paralysée des membres inférieurs. Donc, elle lui répond qu'elle aimerait bien, mais qu'elle ne peut pas danser. Et là, le réflexe que tout homme sain aurait, c'était, bon, partir et rester discret. Mais lui, il reste parce que c'est quelqu'un de profondément bon, il reste par pitié. Et au début du roman, elle ne le sait pas, mais est-ce qu'elle apprécierait vraiment qu'il reste avec elle juste parce qu'elle est vulnérable? Personnellement, je ne le pense pas. C'est le problème du soin uniquement compassionnel, c'est-à-dire un soin tellement bien intentionné, si j'ose dire, qui a tellement glorifié la vulnérabilité qu'on va être sourd à la véritable demande de l'autre. C'est les gens bien intentionnés, ce sont des soignants qui sont d'ailleurs susceptibles de faire un burn-out d'ailleurs, on pourra dire presque un burn-out compassionnel, mais qui ne comprennent pas parfois que la personne vulnérable ne veut pas être tenue à bout de bras ou ne veut pas être accompagnée d'une manière maternante. Donc faisons attention à ce danger, mais certes, vous me direz que c'est un danger moins grand et moins courant que le détachement aujourd'hui par indifférence à l'autre. Vous voyez, c'est cette notion de vulnérabilité, on est tout le temps entre deux écueils, entre Charybde et Scylla, si j'ose dire. Le risque, c'est d'être dans l'écueil stoïque, et l'autre écueil, c'est celui de la compulsion de la plainte, comme disait Freud. Donc la vulnérabilité, pour moi, n'est pas une valeur morale. La vulnérabilité, ce n'est pas une chance. Il n'y a aucun mérite à être vulnérable, c'est juste une réalité naturelle, et c'est une réalité dont on souffre de plus en plus avec le temps et avec l'âge. Donc cette vulnérabilité qui s'immisce, je dirais, on la déteste même si on l'accepte. Donc l'accepter, la reconnaître, mais pas la glorifier. Donc je crois que c'est important de réfléchir à comment on est par rapport à la personne vulnérable. Comment on est, nous, en tant que soignants, par rapport à la personne dite vulnérable. Or, nous sommes tous, quelque part, un peu vulnérables. Je vais rebondir sur cette question de la vulnérabilité qui me semble tout à fait passionnante, Gérard. La première question que je me pose, c'est est-ce que cette vulnérabilité, comme tu le dis, n'est pas consubstantielle du vivant, et comme nous sommes des êtres vivants, nous sommes aussi des êtres vulnérables. Oui, ça, mais c'est un premier point. Shakespeare disait… Oui, pardon. L'essence de l'homme est de verre, disait Shakespeare. C'est-à-dire que cette fragilité, elle est consubstantielle de nous, bien sûr. Mais il n'y a pas à la glorifier. La question que tu posais, Eric, par rapport au lien ou par rapport à la notion de sens, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on vit une catastrophe, faut-il rappeler d'ailleurs que le mot catastrophe est un oxymore en lui-même, puisque kata en grec, ça veut dire casser, couper, et strophe, ça veut dire reconstruire. C'est intéressant que le mot catastrophe comporte en lui-même le double sens. Et d'ailleurs, on pourrait à ce niveau-là se référer à un livre de Boris Cyrulnik avec lequel je conversais tout à l'heure, qui disait, bah oui, un merveilleux malheur. Alors, est-ce que ça va être un merveilleux malheur? Pour l'instant, on n'en sait pas grand-chose. On peut l'espérer que ce soit un merveilleux malheur, mais la question centrale que tu poses, à juste titre, c'est celle du sens. Et il est vrai que la plus grande souffrance est celle à laquelle on ne peut pas donner sens, mais il y a un moment, je crois, il faut
peut-être arrêter de chercher à justifier. C'est-à-dire qu'on accepte que certaines choses n'aient pas de sens pour notre raison, ce qui ne veut pas dire qu'elles n'aient pas véritablement de sens. Le sens est au-delà de la raison pour moi. Le sens est au-delà de la compréhension et de l'explication. Il y a un moment d'acceptation du non-sens, d'acceptation même de l'absurdité. Et cette acceptation de l'absurdité, c'est ce qui nous aide à passer dans le sens qui est au-delà de la raison. C'est pourquoi je dirais l'expérience de l'absurde dans lequel nous sommes actuellement, quelque part. Cette expérience de l'absurde me semble très importante, parce que c'est au cœur de l'absurde que le sens va m'apparaître. Mais il ne peut apparaître que si je vis véritablement une expérience intérieure. Autrement dit, ce ne sont pas, sinon ce ne serait que des raisons ou des justifications. Or, la vie ne se justifie pas elle-même. Le poète, le sage ou quelqu'un ayant subi l'épreuve du feu, l'épreuve de la vie, ne se justifie pas, il ne donne pas d'explication, parce que la vie elle-même ne donne aucune explication. J'ajoute sur la question du sens en lien avec l'action. euh, euh, je vais revenir sur la question aussi de la vulnérabilité. Si ce que je disais tout à l'heure, que nous sommes des êtres vulnérables et que nous sommes, de par notre, j'allais dire, condition humaine, questionnés sur notre vulnérabilité, quand je disais que le vivant, la vulnérabilité, c'est peut-être un élément du vivant, ça veut dire que la question qui se pose, c'est pour moi, c'est notre singularité, c'est-à-dire notre vulnérabilité singulière d'être humain. Et dans notre vulnérabilité singulière d'être humain, l'expérience montre que l'humain ne peut pas, de manière individuelle, vivre seul et que c'est dans le groupe et dans les liens du groupe que va, comment dirais-je moi, que va se construire la capacité à s'occuper de cette vulnérabilité. Et dans le lien avec le groupe, la dimension affective est essentielle. Ça ne peut pas être qu'une. Et est portée par cette construction. Et de mon point de vue, la question que je me pose, c'est le sens, les valeurs, quand on en parle, ne sont-elles pas connectées justement aussi à cette dimension communautaire inscrite dans la nécessité de l'être ensemble pour pouvoir exister en propre. Et, et, et la question que ça pose aujourd'hui, dans cette crise où justement les réponses sont à un double niveau, c'est-à-dire que c'est comme si pour exister de manière commune, chacun est isolé affectivement. Et ça me pose une autre question, et je te redonne la parole ensuite, Gérard, c'est qu'à partir du moment où il y a cette dimension du rapport entre l'individu et la communauté sur cette axis de la relation affective et que le sens et la question des valeurs ne peut être en lien que avec cette relation affective, ça pose aussi la question de la transmission. Et la question de la transmission revient à la mort. Est-ce que c'est la mort en soi comme mécanisme fonctionnel ou est-ce que c'est la transmission de lien à travers la mort? Et cette question est d'autant plus importante que comme les EHPAD sont touchés, on voit bien qu'on en arrive à ce que ces personnes âgées qui vont décéder dans l'isolement le plus complet et même s'il a été rétabli la règle des 20 personnes à l'enterrement, comme si la transmission ne va pas se faire. Je témoigne et je te repasse la parole. Mon père est en EHPAD. Ce que j'ai dit quand j'ai eu la directrice de l'EHPAD au téléphone, je lui ai dit, mais ce qui est terrible, c'est que je peux concevoir que mon père puisse partir du Covid-19, mais l'idée même que je ne puisse pas lui dire au revoir avant qu'il parte est une idée totalement insupportable. Je te transmets la parole, Gérard. Oui, je rappelle à ce niveau-là, je pourrais vous retrouver, je dois l'avoir pas très loin, mais Jean Delumeau, qui était un historien des religions absolument remarquable, avait écrit un texte, c'était paru en 78, La peur en Occident.
et il disait que pour comprendre la psychologie d'une population travaillée par une épidémie, il avait déjà tout décrit en 1978. Et il disait qu'il y avait différentes étapes. Dans ces étapes, il y avait le déni des autorités, ce qu'on a vécu, la légèreté de la population, la panique et l'exode, les débuts du confinement, dont il parle très bien, la distanciation sociale, le rejet des malades, l'abandon des rites funéraires. Et il en parle déjà en 1978. Et ce que tu dis là, Eric, qui me parle profondément, c'est quoi? C'est le fait qu'à un moment, je pense qu'on est, notre intelligence adhère à une espèce d'incompréhensible, parce qu'il y a une sorte de balbutiement. Quand je dis balbutiement, on pourrait appeler ça la crâne de l'intelligence. C'est l'intelligence qui bafouille, dans un frémissement des mots, essayant de se dire. On voit bien qu'on n'a pas le langage qui convient. Là encore, nous sentons bien que les mots parlent d'une réalité qui n'est pas de l'ordre du langage. Voilà pourquoi il bafouille. Et la crainte est un bafouillis dans notre corps, sentant qu'il va bientôt étreindre quelque chose qu'il ne peut pas contenir. C'est un peu l'image de la cruche qui se met dans le torrent. Sa forme est ébranlée, elle vibre d'ailleurs. Ainsi, on peut dire qu'il y a cette espèce de balbutiement où il y a un moment où on n'y comprend plus rien et on va dire c'est le trou blanc. Je joue sur les mots, hein, parce que c'est comme s'il y avait à la fois trop de lumière et qu'on ne comprenait plus rien. C'est le trou blanc. Parce que je pense, paradoxalement, et là c'est un message un peu de ce qu'on pourrait appeler une expérience intérieure, il faut accepter d'être rien pour être tout. Ce que tu disais par rapport au lien tout à l'heure, c'est très juste cette notion. Il faut s'accepter trou. Alors bien sûr, on ne va pas tomber dans la trivialité, mais nous ne sommes pas loin ici de certaines démarches psychanalytiques. Je ne suis pas lacanien, mais Lacan avait parfaitement raison quand il disait « l'homme est un être troué ». C'est-à-dire nous sommes tous troués. Regardez la peau. Quand on regarde notre peau, elle est pleine de trous, sinon on ne pourrait pas respirer. Le sexe est également un trou et c'est la place de l'autre. C'est-à-dire il faut s'accepter comme être troué, c'est-à-dire s'accepter pour l'autre. C'est accepter la place de l'autre en moi. Et nous n'arrêtons pas de chercher à boucher le trou. Et aujourd'hui, c'est bien notre monde de cette civilisation occidentale de surconsommation qui cherche à boucher tous les trous. Il suffit de regarder tous les troubles des conduites alimentaires, l'alcool, etc. On boit comme un trou d'ailleurs, hein, et peut-être même en période de confinement, pour certains, ils vont boire comme un trou. Donc, à combler, je dirais, notre rien, notre manque, alors que ce trou est simplement la place de l'autre. Je crois que c'est ça qui est fondamental, c'est s'accepter, être troué, et comme le dit Jean-Yves Leloup fort justement, comment être entier avec son manque. Et aujourd'hui, plus que jamais, dans cette situation de catastrophe, eh bien, on s'expérimente troué, on s'expérimente avec ce manque, en fait. Alors la question, c'est quelle liberté on a là-dedans? Ça, c'est une vraie haute question qui est liée au lien aussi. Or, moi, je pense qu'on a une très peu de liberté. Dans la tradition hébraïque, on dit qu'on n'a qu'une seule liberté, c'est celle d'interpréter. C'est-à-dire que on devient libre à l'égard de la nature, et Dieu sait qu'elle nous parle en ce moment. On devient libre à l'égard de la nature qu'en lui obéissant, mais aussi en l'orientant. La liberté, c'est pas la passivité. La liberté, c'est adhérer à ce qui est EST, à ma nature, à mon héritage, à mon patrimoine génétique, à mon désir, à ce qui me paraît beau, ce qui me paraît meilleur. Alors tu peux me répondre et me rétorquer, mais alors il n'y a pas de choix. Ben, nous avons le choix de choisir ce qui est ou de refuser ce qui est. Et je crois que c'est ça qui est important. Cette notion de liberté, elle est fondamentale. Si j'ai un cancer ou si j'ai une maladie ou si j'ai le Covid-19, c'est la façon que je vais avoir de l'interpréter qui va soit m'amplifier vers un processus de dégradation parce que l'angoisse est à son maximum et dégrade mon immunité, ou alors j'accepte les choses telles qu'elles sont, et là, il y a véritablement une connexion entre psyché et corps. Je prends un moment pour méditer ce que tu viens de nous dire, Gérard. Une réflexion que je me fais, c'est lorsque tu as décrit les divers stades de l'épidémie, des réponses à l'épidémie, je n'ai pas pu me faire, comment dirais-je, associer avec les divers stades qu'avait décrit Jean Bauduit sur les Delumeau. troubles de la...
Hmm. euh, Ah entre oui, la phase de dans le- protestation qui peut aller du déni à la colère, puis après la phase de désespoir qui va jusqu'à l'effondrement, et enfin la phase de détachement et d'indifférence où à ce moment-là, il y a une anesthésie émotionnelle qui s'installe euh, et on est dans l'agir et on voit bien que dans l'agir, ça peut aller dans dans des directions qui peuvent être pires que les effets de l'épidémie d'origine. ouais, Euh, Sabria dans le la chat là, vient de question, dire trouver du la question sens. que je... Ah, Oui, vas-y, 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 termine, Eric. oui, et, et je me dis qu'il y a quelque chose d'étrange dans ce que j'ai développé. J'ai posé la question, est-ce que c'est au centre le monde de nos représentations mentales et la raison résonante, ou est-ce que c'est notre corps en relation dans tout ce qu'il exprime de relation au vivant, à l'autre, au monde et à soi. Et en fait, je suis en train de me demander si un des éléments de cette crise, c'est, comme tu le dis, dans le retour à l'expérience intérieure, c'est-à-dire de redécouvrir la dimension vivante de notre corps en relation. Elle ne nous mène pas sur une redécouverte de l'importance de la dimension spirituelle chez l'homme. Et quand je t'entendais là maintenant parler de la liberté, j'étais en train de me dire, est-ce que c'est la liberté comme valeur universelle dans sa dimension spirituelle, ou est-ce que c'est la liberté dans la dimension opératoire et représentation mentale comme, euh, comme quelque chose auquel j'ai le droit? Là, je ne peux que souscrire au magnifique discours de Julien Bedbez quand il développe cette notion à partir de la thérapie narrative des véritables valeurs, c'est-à-dire des valeurs qui sont reliées au vivant, c'est-à-dire à une expérience corporelle. Sinon, on est dans des demi-valeurs. Si je dis pour moi la liberté est une valeur, tant qu'elle n'est pas reliée fondamentalement à une expérience de vie, c'est une demi-valeur. Donc, ce que tu dis est tout à fait juste. Et en même temps, il faut, là, c'est pareil, si on parle de spiritualité, bah, il y a toujours une dangerosité à parler de spiritualité, car de quoi parle-t-on? De quoi parle-t-on quand on parle d'hypnose? De quoi parle-t-on quand on parle de spiritualité? Quel lien y a-t-il entre l'hypnose et la spiritualité? Parce que souvent, les définitions grincent comme des énigmes, comme on dit. On sait à quel point les définitions se rencontrent, voire se heurtent dans les deux champs que sont l'hypnose et la spiritualité, pour une simple raison, c'est qu'on ne peut pas enfermer le vivant et le mystère de l'homme dans une définition. Et en même temps, il faut rester rigoureux, c'est-à-dire que si on parle de spiritualité, c'est référencé à un tiers. C'est un tiers qui est là comme intervenant dans la spiritualité. Dans l'hypnose, on peut être dans l'hypnose médicale ou on peut être dans l'hypnose thérapeutique. C'est pas non plus la même chose. Donc je crois que c'est important, plutôt que de se référer à des valeurs qui ne seraient pas incarnées, de parler davantage de nos expériences de vie fondamentalement. C'est-à-dire, c'est à travers l'exemple d'une valeur vraiment vécue que ça a un sens. Hein, Sabria disait tout à l'heure, il faut donner du sens à cette épreuve ou à ce traumatisme. Et donner du sens, c'est pas forcément. Enfin, la remarque est tout à fait pertinente. Mais donner du sens, encore une fois, le sens est quelque chose qui est un vocable surdéterminé. À la fois, c'est une orientation, à la fois, c'est une signification, comme la signification d'un outil, et à la fois, c'est une sensorialité. C'est intéressant que les trois dimensions, je dirais, sémantiques du mot sens arrivent là, parce que tant qu'on est dans quelque chose qui est purement mental, encore une fois, Prévert disait le monde mental ment monumentalement, on ne va pas y arriver. Hein. C'est-à-dire que tout ce qu'on va donner comme explication extérieure ne va pas nous nourrir au noble sens du mot. Encore une fois, être bien nourri intérieurement dans cette période de manque, c'est être bien repéré par rapport à soi-même, c'est être bien repéré par rapport aux autres, et c'est bien être repéré par rapport au cosmos en lui-même. Tant qu'on n'est pas là-dedans, eh bien, on est perdu.
C'est-à-dire qu'on est un peu égaré. Et j'aimais bien un jour, j'avais lu ce bouquin de Jean-Yves Leloup, je le recite encore parce que pour moi c'était quelqu'un qui m'a accompagné pendant une période de ma vie et il continue toujours. Et Jean-Yves Leloup disait « Je ne cherche plus le sens, je cherche l'issue ». Et je trouve que cette phrase est extrêmement forte. Parce que on est bien, c'est un peu comme quand on est perdu dans une forêt ou perdu dans un labyrinthe. La question, c'est pas de donner du sens, c'est aussi de trouver une issue. C'est trouver une issue pour nous et pour pouvoir la transmettre. Parce que bien sûr qu'il faut travailler ensemble, bien sûr qu'il faut réfléchir ensemble et échanger, et en même temps, il faut le faire séparément. Les deux grands mots qui me viennent à ce moment-là, et ce pas des gros mots, c'est sans confusion et sans séparation. Voilà, il faut là-dedans, sans confusion et sans séparation. Chaque histoire est individuelle et en même temps, nous avons une histoire collective. Et lorsque je t'entends parler de la question du sens, je ne peux pas m'empêcher d'avoir à l'esprit là maintenant la question du sens comme la posait et la pose Viktor Frankl et qui répond à la question du tiers, c'est-à-dire qu'il ne mettait pas le sens, c'est pas à moi qui me pose la question du sens, c'est qu'il posait la question du sens dans cette question, qu'est-ce que là maintenant la vie attend de toi? Et je suis en train de me dire, mais cette question, elle pourrait se poser pour chacun d'entre nous, mais aussi elle pourrait se poser à un autre niveau, c'est-à-dire qu'est-ce que la vie attend là maintenant de la société que nous avons construite, dans quelle direction, qu'est-ce qu'elle attend de la direction qu'elle pourrait prendre ou qu'elle Alors, a à prendre, je ne sais pas. ouais. Alors là, Eric, je ne peux que souscrire à 100% à ce que tu dis parce que depuis des années, je pratique un petit peu la méditation, mais ma question intérieure, qui est celle qui m'habite en permanence, c'est le rapport personnel au vivant. C'est-à-dire que j'ai avec la vie un rapport personnel. C'est-à-dire comme si c'était une personne. C'est-à-dire que je lui parle, je la tutoie. On est presque dans le jeu et le tu de Martin Buber, mais on est dans ce tutoiement de la vie. Parce que si la vie, j'en fais uniquement un processus biologique, eh ben, ça me paraît tellement loin de moi ou tellement indifférencié que je n'ai pas ce rapport personnel à la vie. Et ce que tu développes là, c'est ce rapport personnel à la vie. Vous inquiétez pas, je n'ai pas le Covid, mais enfin, on ne sait jamais, ça peut se transmettre par un virus informatique. Hein. Et ce que je trouve intéressant aujourd'hui, dans la situation dans laquelle nous sommes confrontés, dans laquelle nous avons affaire avec le coronavirus, c'est qu'en fait, c'est comme si cette question de l'expérience intérieure vient nous, excusez-moi, nous questionner en chacun de nous, mais est-ce qu'elle ne vient pas aussi questionner, et est-ce qu'elle ne vient pas aussi questionner notre construction sociale dans dans ce qu'elle exprime, ce qu'elle transmet, ce qu'elle porte comme expérience intérieure. Mais bien sûr qu'elle vient Et questionner. dans cette question de... Vas-y, oui. Non, vas-y, termine. Et, est-ce qu'elle n'est pas en train, quelque part, de nous révéler la distance entre la distance qui existe justement entre cette construction sociale et l'expérience intérieure à la fois de chacun de nous, mais aussi de cette construction communautaire. Tout à fait, mais là, on était pris dans une toile d'araignée, si j'ose dire, d'une construction sociale orientée, c'est presque un gros mot aujourd'hui, vers le néolibéralisme. Là, je participe avec André Grimaldi à une réflexion sur l'organisation des systèmes de santé. André Grimaldi, tout le monde le connaît ici, il a écrit des bouquins vers la troisième médecine, il écrit un bouquin aujourd'hui absolument remarquable sur la critique de la santé aujourd'hui. Et je pense qu'il faut repenser notre système économique, social, etc. Mais ça, c'est peut-être un vœu pieux si, au sortir de la crise, nos habitudes reviennent, comme on dit, chasser le naturel, il revient au galop. Il y a un énorme danger là. Et ce danger, on le connaît bien, puisque la question de la crise dissocie
la partie qui exprime ce qui existe avant la crise et qui va contenir les forces de résistance pour que ça continue à tenir debout, et l'autre partie de ce qui est en train de s'effondrer et d'où peut venir le changement. Et on sait bien que la plupart des symptômes d'expression d'une crise sont d'abord portés par les tentatives de solution pour que ce qui résiste continue à tenir debout. C'est ça. Et donc, la question qui se pose effectivement aujourd'hui et qui est une question d'incertitude, c'est est-ce que ça va aller dans le sens je veux dire, de densifier les forces de résistance encore un peu plus pour maintenir ce qui commence à s'effondrer, ou est-ce que ça va aller dans le sens d'un effondrement et d'un effondrement de modèles représentationnels dans l'émergence d'un autre modèle. Et la question que je me pose, c'est en corollaire, c'est est-ce que le Covid-19 provoque cette situation-là ou est-ce qu'elle révèle qu'en fait, le mouvement est déjà engagé? C'est-à-dire, en d'autres termes, qu'elle ne fait que de révéler la crise qui était déjà là. Alors peut-être il faudrait juste repréciser que en grec, le mot crisis veut dire séparation. C'est-à-dire Oui. qu'on a un travail de séparation à faire. Comme tu l'as dit tout à l'heure, on est dans un travail de deuil. Enfin, plus exactement, c'est le deuil qui nous travaille parce que on va de perte en perte, là, que ce soit les pertes autour de nous, des pertes d'être cher, des pertes économiques, des pertes d'identité. Donc, on est dans cette dynamique-là qui est à la fois effectivement et un deuil et un changement radical. Donc, il va falloir pouvoir arriver à se séparer de choses qui nous apparaissaient essentielles et qui ne le sont peut-être pas autant qu'on le pensait. Voilà, c'est la grande difficulté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les mots ne conviennent plus. On voit bien qu'on touche une qualité en nous et une réalité qui n'est ni la faiblesse ni la force. C'est un peu l'intégration des deux, si j'ose dire. C'est-à-dire que le gros problème que l'on a aujourd'hui dans notre culture essentiellement occidentale, c'est l'ego. Le gros problème, le gros obstacle, c'est le moi. C'est ce que je crois être, à laquelle je m'accroche désespérément. Et toute cette guerre des égos, j'ai envie de dire le tout à l'ego, pour faire un jeu de mots, on le voit bien aujourd'hui entre Marseille et Paris, avec le professeur Raoult et les conseillers scientifiques en termes d'infectiologie. C'est des guerres d'ego. Et ça, c'est ce qui est le plus gros obstacle, je dirais, au changement dans nos vies, dans la perspective. Je crois que même si on a, tu l'évoquais, une dimension, et pourquoi pas une dimension spirituelle, personnellement, je pense qu'il y a quelque chose en nous d'impersonnel, justement. Il y a en nous du cosmique. Et en ce moment, le souffle qui nous traverse est impersonnel. Et il fait partie du cosmos. Et il est une information. Et plus ce souffle prend une forme personnelle, il prend alors votre regard, il prend votre manière de respirer, d'être, d'aimer, d'avoir peur. Il prend toutes ces formes-là et ça constitue votre vraie personne. Donc, on est alors, une fois, on pourrait dire, dans le transpersonnel et en même temps, on ne cesse pas d'être la personne que l'on est. C'est ça, comment tenir les deux? Comment tenir les deux, le transpersonnel et le personnel? On revient tout à l'heure au tutoiement de la vie, quoi. Et ça a une traduction concrète dans ce qui est en train de se passer, puisque pour, euh, pour préserver, ou plutôt compenser euh, un manque de moyens et permettre aux services de réanimation de sauver des vies, en retour, on a mis les entreprises qui sont comme des organismes vivants au niveau sociétal en situation de mort et même en situation d'hémorragie. C'est-à-dire un peu comme si on réutilisait la saignée du Moyen Âge pour traiter le malade. On sait aussi que la saignée
a tué beaucoup plus de monde qu'elle n'en a guéri. Et donc, on voit bien que concrètement, euh, euh, on est très concrètement dans cette situation de conflit-là et que, et que la menace que les organismes vivants collectifs que sont les entreprises puissent mourir risque de mettre beaucoup de monde sur le carreau. Et une question centrale, c'est que quand on voit, qu'à la fois le Covid-19 vient nous questionner sur la mort, sur la place de la mort dans notre société, et qu'en fait, on pourrait dire que ce n'est pas à la place de la mort. C'est que la singularité du Covid-19, c'est de révéler la mort dans toute la violence de sa présence. C'est-à-dire que si elle était diluée comme d'autres morts, comme par exemple les épidémies de grippe ou autres événements, euh, ces morts-là, elles sont présentes, mais elles n'ont pas le même impact. Là, c'est la concentration et la révélation. Et en même temps, en face de cette mort qui est insupportable, quid, quid de la maladie mentale, on va dire de la folie. On voit bien que comme dans toutes les épidémies depuis le Moyen Âge, enfin dans toutes les situations de crise depuis le Moyen Âge, euh, les malades mentaux, les misérables, ce qu'on appelait les misérables, étaient les premiers touchés. Et en fait, la question centrale, c'est que est-ce que ce qui n'est pas une des choses les plus terribles pour l'être humain, c'est justement le processus d'exclusion. Et qu'on est en train de prendre le risque que l'exclusion prenne le devant de la scène. C'est effectivement un danger. Comme disait Karine fort justement tout à l'heure dans le chat, j'ai vu, elle utilisait cette formulation uni au pluriel vers, hein, pour retrouver cette notion de univers. Au même titre qu'un couple, c'est deux personnes qui regardent dans la même direction. Dans quelle direction regardons-nous, je dirais, le jour d'après? C'est-à-dire vers quoi nous allons ensemble nous orienter? Parce que là, actuellement, nous sommes désorientés, c'est-à-dire qu'on a perdu notre orient. C'est-à-dire qu'on a perdu notre direction fondamentale. Or, ce que je crois, c'est que par rapport à tout ce qui se passe en termes d'application, cette société qui nous amène davantage en période de confinement au divertissement, hein, pour oublier qu'on est mortel quelque part, alors qu'il faudrait au contraire repenser la mort, justement, d'une certaine façon. Quoique la mort est en soi impensable, mais en même temps, je pense que c'est Pascal, et je crois qu'il disait ça dans ses pensées, il disait que le divertissement, je dirais, nous détourne d'avoir à penser notre propre mort, non, nous détourne à penser notre propre vie pour ne pas avoir à penser à la mort. Ce que je crois fondamentalement, et tu l'as dit tout à l'heure dans la question du lien, Eric, c'est qu'on ne vit pas pour soi. L'on n'est pas à soi tout seul. Et que d'une certaine manière, la vie d'un individu consiste à donner la vie et à la transmettre et donner la vie, même si ce n'est pas pour pas enfanter. C'est pas enfanter fait partie du processus, mais il y a une transmission de la vie qui est bien au-delà de ça, quoi. Hein. Et donc effectivement, là aujourd'hui, on est dans une occasion, une opportunité de changement. Et on sent bien, et combien de fois on l'a vu en clinique, que les gens ne changent qu'à partir du moment où il y a une menace véritable, c'est-à-dire qu'ils sont là à mettre dans un, je dirais presque dans un coin de leur existence, à être obligés quelque part, il y a quelque chose qui les contraint à prendre une décision. Sinon, finalement, on est tous des hommes endormis, comme disait Georges Ivanovitch Gurdjieff, quoi. On est des obivatels, des hommes endormis. Bah oui, on est endormis. Et alors l'hypnose, bah, je pense que c'est un bon moyen de nous réveiller parce que j'ai toujours considéré que l'hypnose pris dans son bon sens, c'était un bon outil d'éveil beaucoup plus qu'un état de sommeil, qu'un outil de sommeil ou d'endormissement. Ça, ce que tu es en train de nous dire m'évoque trois réflexions. La première, c'est celle de Luc Isbart, qui était un spécialiste des thérapies brèves orientées solutions, et qui, sur l'humour, avait l'habitude de dire « Vivement que je meure, que je cesse d'avoir peur de mourir ». C'est un peu ça, voilà. Ouais. C'est un peu ça. Et je pense que l'humour, dans la mesure où elle associe en même temps, le mot associe en condensation à la fois le HUM d'humilité et le our de amour, eh bien, l'humour, c'est à la fois cette alliance. Je ne parle pas de l'ironie, hein.
je parle de l'humour véritable, ce qui est l'autodérision, associe effectivement à la fois cette humilité, c'est-à-dire proche de l'humus, proche de la terre, et à la fois l'amour, hein, et l'amour de l'autre, l'amour de soi. Sinon, ben, il n'y a pas beaucoup de solutions, si j'ose dire. Hein. Donc, on sait bien, c'était, je crois, Oscar Wilde qui disait ça. Après, c'était repris par Comte Sponville. Mais l'humour est la politesse du désespoir. Oui, mais dans le désespoir, il y a quelque chose qui nous amène à l'espérance. Hein, c'est Oui. l'espérance, vertu théologale s'il en est, mais l'espérance, c'est quand il n'y a plus d'espoir, justement. On est dans le désespoir, on a perdu l'espoir. Et quand on a perdu l'espoir, curieusement, là, on pourrait dire au sens jungien qu'on touche à d'autres archétypes en nous, et il y a peut-être là une manifestation du soi, de l'archétype central, qui nous reconfigure dans l'espérance. Tout à fait. Et, et lorsque tu parles de la question justement du rapport entre le désespoir et reconfigurer une nouvelle espérance, ça m'amène à cette deuxième réflexion qui reprend aussi l'orienter ensemble. Et cette réflexion, de manière très concrète, elle me semble aussi poser la question aujourd'hui et demain de quelle direction, en termes d'orienter ensemble, vont prendre les thérapies avec les patients. En fait, je constate qu'il y a quelque chose qui a changé, en tout cas dans le positionnement des patients, surtout avec la téléconsultation, vis-à-vis de moi, en tout cas quand je suis en position de thérapeute, c'est on est ensemble dans le même bateau. Et ce on est ensemble dans le même bateau modifie la perspective quelque part du travail. C'est-à-dire qu'elle vient questionner en même temps de oui, je viens avec la problématique, mais dans un contexte où on est ensemble dans le même bateau. Et ça va m'amener à la troisième réflexion. Quand on connaît l'histoire de l'hypnose, en tout cas dans notre culture française, l'hypnose a toujours émergé à des moments de crise sociétale. Et ce n'est pas par hasard, probablement, car comme tu le dis fort justement, l'hypnose contient ce pouvoir paradoxal que dans l'apparence d'endormissement, la reconnexion avec notre univers perceptif amène à l'éveil. Il y a un changement de perception. Ouais, ça pose aussi tout le problème de l'identité. Parce que le problème, c'est qu'on est beaucoup plus dans l'identification que dans l'identité véritable, qui elle-même ne peut pas être enfermée non plus dans quoi que ce soit. Je prends juste une petite métaphore, puisque tu prends la métaphore du bateau. Si, à partir d'un bateau, je démonte ce bateau pour à chaque fois ajouter des nouvelles planches pour faire un nouveau plancher du bateau, un nouveau pont, et même je change progressivement toutes les planches de l'ancien bateau pour en faire un nouveau bateau. Et avec les anciennes planches, je refais un autre bateau. Où est l'identité du bateau? Question. C'est-à-dire qu'on voit bien que là, dans ce qui est, c'est tout le problème du dialogue entre Héraclite et Parménide, hein, d'ailleurs. Hein. Pour Parménide, rappelez-vous dans vos classiques, Parménide n'utilise jamais le terme. Pour lui, l'être ne meurt pas. Pour lui, le changement n'existe pas. Comme le dirait Héraclite, parce que Héraclite dit on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. Autrement dit, pour Héraclite, tout est changement. Pour Parménide, aucun changement, c'est juste un changement à la périphérie. C'est-à-dire que l'être est l'être. Et l'être ne meurt pas. Mais en revanche, les conditions à la périphérie changent. Ouais. Et c'est ça la vraie question qui doit changer aussi dans nos thérapies, c'est, enfin, dans notre attitude ou dans notre posture. C'est encore une fois, et là je le reprends de la thérapie narrative, c'est de positionner de façon décentrée et influente. C'est-à-dire, c'est pas chercher à trop vouloir se centrer pour quelque part vouloir modifier quelque chose. C'est dans le chemin singulier de quelque chose que ça va se produire.
Parce qu'on on peut pas, je dirais, on peut pas parier sur le changement de l'autre, bien évidemment. Suis-je clair? Que Hein, tu... la feuille en automne, les feuilles en automne qui jaunissent, est-ce la même feuille qu'avant? Non, elle change qu'à la périphérie. La couleur change, elle devient couleur rouille, elle devient jaune, elle devient ce que vous voulez. Mais elle ne change pas fondamentalement. La feuille est la feuille. On pourrait dire avec un trait d'humour, la première feuille d'automne, la première feuille qui tombe à l'automne pourrait se dire, au sens angoisse existentielle, mais pourquoi moi? Donc, je méfie beaucoup du terme changement tel qu'on l'utilise. Le jour d'après, ça sera le grand changement, etc. On a déjà entendu d'ailleurs sociologiquement ces expressions, le grand changement. Ça arrive toujours par une sorte de décision de technocrates ou de dirigeants pour dire on va changer les choses. Non, ce qui va changer, c'est l'émergence de l'être. C'est l'émergence de l'être qui enfin pourra davantage se manifester et qui fait qu'il y aura, je dirais, a posteriori, on dira qu'il y a eu un changement. Ben, comme nous, quand on grandit, on ne se voit pas grandir. Personne ne s'est vu grandir. Je rejoins ce que tu dis. Je rejoins ce que tu dis, Gérard, puisque c'est la base de tout ce que j'ai développé et qui est validé et confirmé par les recherches sur, sur le développement de l'enfant, hein, des gens comme Meltzoff, Absolument. Tomasello, Anko, c'est-à-dire que, et c'est pour ça qu'en HTCMA, on ne parle pas de changement, mais de transformation du lien. C'est-à-dire, en d'autres termes, que comme on montre, c'est que le lien, il est, et que notre société a construit une confusion majeure entre le lien, qui est un lien qui ne peut passer que par le perceptif, et la représentation du lien, et une confusion majeure entre le lien et la représentation du lien et le lien. Et comme tu le dis fort justement, les liens y sont et ils traversent, et une fois qu'ils sont installés, ils sont là, et que la seule chose qu'on peut travailler, c'est pas le changement. Le changement, c'est la vie qui s'en occupe. La seule chose que l'on peut questionner, c'est la transformation des représentations du lien. Et je pense que notre travail, et aujourd'hui, c'est cette question-là qui se pose. Si on est dans le changement, on va être en, si je parle en termes de thérapie brève, on va être dans la, et comme le montre la métaphore du bateau que tu as utilisé, on va être dans la répétition des tentatives de solution pour maintenir quelque chose qui exprime, qui montre ces dysfonctionnements. Or, effectivement, on ne peut pas être dans le changement, on ne peut être que dans la question de la transformation. Et la transformation, comme tu le dis, elle ne peut venir que de l'expérience intérieure. Elle ne peut pas venir de l'extérieur. Exactement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imposer le sens non plus, hein, bien évidemment. Et j'ai l'impression, bon, je pense que encore une fois, Carl Gustav Jung était un peu un visionnaire quand il disait dans présent et avenir, par exemple, que notre société, notre monde occidental vit sous le règne de la persona, c'est-à-dire du masque. Alors, le masque social, la persona, est tout à fait utile. On a tous besoin d'une persona. Le danger, c'est l'identification à cette persona largement valorisée par la société. Et là, du coup, ben, on est oublieux de l'être. On a perdu le contact avec l'essence même de nous-mêmes, c'est-à-dire avec, au sens philosophique, avec nos potentialités véritables. Et je pense que dans cette notion de persona, il faut être très très prudent parce que on ne peut pas quitter non plus un masque comme ça. Encore une fois, nous en avons besoin, mais nous avons besoin dans cet être en devenir de rencontrer nos difficultés émotionnelles, nos difficultés à laquelle il va falloir se confronter dans ce qu'on peut appeler le travail de l'ombre. En alchimie, ça s'appelle la nigredo, hein, ça s'appelle l'œuvre noire. Eh bien aujourd'hui, collectivement, on est dans l'œuvre noire. Il va falloir qu'individuellement, on se colle à ça. Et là, je vous enjoins de lire un bouquin qui est un peu lourd, en volume de pages, mais absolument passionnant, écrit par Daniel Kahneman, qui est prix Nobel d'économie, et en même temps, il est docteur en psychologie. Et il a écrit Système 1 et Système 2. Il faut lire ce livre, parce qu'il vous permet de comprendre qu'on va trop vite. On va beaucoup trop vite, et collectivement, et souvent individuellement, et que dans Système 1 et Système 2, c'est-à-dire
le monde de la raison à ne pas opposer à monde ou radicalement au monde de l'émotion ou au monde des sentiments. Il faut tenir les deux ensemble. Et c'est parce qu'on tient les deux ensemble que, à ce moment-là, l'émotion peut être une aide à la décision et à des choix, et qu'il n'y a pas l'un à mettre en supériorité par rapport à l'autre. Et on le voit bien d'ailleurs dans ce qui s'est passé dans l'histoire du Covid, comment à un moment la raison a voulu prééminer sur d'autres choses qui sont plus du système 2, et à tort. On s'en apercevra à tort d'ailleurs. Et pour tenir S1 et S2 ensemble, ça pose la question de la construction de S3 qui inclut S1 et S2 en un tout, ou qui, au contraire, est le pouvoir dissociant entre S1 et S2. C'est la différence entre un monde qui est un monde où l'accordage est complet et est possible, ou un monde désuni et désaccordé, qui est un monde traumatique en fait. Oui, parce que là, on va être dans le paysage de l'abandon. Et on est dans le paysage de l'abandon. On va se sentir abandonné, on va se sentir seul. Et comme on est, à ce moment-là, on est dans ce paysage de l'abandon, on va vouloir se réaccrocher à ce qui nous donnait une illusion de certitude, parce qu'elle a une fonction anxiolytique. Et donc, du coup, on va se référer à des opinions d'experts, enfin, qui que ce soit, peu importe, ce n'est pas une critique des experts, mais en aucune manière, aucune valeur d'expert ne doit avoir prééminence sur mon expérience de vie. Voilà. C'est évident. Messieurs, Eric, si vous permettez, je vous arrête un instant. Si vous voulez bien, peut-être terminer sur cet échange avant qu'on puisse passer et répondre à quelques questions. Oui. Alors, je dirais, et puis après, je passerai la parole à Gérard. Je te passerai la parole, Gérard. Je dirais que cette réflexion, pour moi, c'est la question du sens de notre position de thérapeute dans ce qui va advenir. Car, inévitablement, la question de l'abandon qui est mise sur le devant de la scène aujourd'hui et qui est mise en scène dans, dans l'isolement, dans le scénario d'isolement collectif, va avoir des effets en retour, et pas forcément que dans l'immédiat. Il va avoir des effets qui peuvent être à la fois dans l'immédiat, puis ensuite dans un deuxième temps. Et que ça va poser la question, nous aussi, me semble-t-il, comme thérapeute dans notre position, si, comme m'a dit déjà un patient à la moment des Gilets jaunes, il m'avait dit, mais vous, de toute façon, les psys, vous êtes des agents de normalisation pour maintenir cette société en place. Est-ce qu'on va être justement connectés à permettre aux patients de les accompagner dans cette recherche, dans ce travail par rapport à l'expérience intérieure dans laquelle nous sommes tous confrontés, ou est-ce que nous allons nous positionner comme, j'allais dire, des agents de normalisation, c'est-à-dire agentisés. Et cette question, pour moi, aujourd'hui, est une question qui me semble tout à fait essentielle pour ce qui va advenir, et à laquelle, me semble-t-il, nous avons à nous préparer. Je te passe la parole, Gérard. Je la prends au vol. Je la prends au vol. J'ajouterai juste quelque chose dont on n'a pas parlé, que j'appellerais le champ de la relativisation. Je crois que c'est important aussi de relativiser les choses. Parce que ça va guère de soi, la relativisation dans une société où toute puissante, où le maximum de gens sont gorgés de presque tout. Mais faut-il quand même le rappeler, beaucoup d'inégalités dans le pays, mais si on compare aux bidonvilles en Asie, en Afrique, quand on a vu les épisodes de tsunami, quand on a vu Haïti, etc., où les gens sont sans eau chaude, sans électricité, sans tout à l'égout, alors on peut se poser quand même des questions là où nous sommes nous, quoi. Alors on a envie de se poser la question, enfin j'ai envie de me la poser, nos vies seraient-elles Covid de sens, hein, pour faire un jeu de mots. Et c'est relativiser, c'est pouvoir se dire, ben, peut-être que c'est pas si grave au fond, et que peut-être même, comme l'évoquait Eric, c'est une occasion d'une opportunité de transformation du lien. Et je trouve que cette formulation est excellente.
Et j'aimerais à ce moment-là terminer sur un message d'espoir en forme d'humour. Et je cite pour ça Woody Allen. J'aimerais terminer sur un message d'espoir. Je n'en ai pas. Est-ce que 2 messages de désespoir vous conviendraient? Voilà, Eric, Gérard, déjà on peut commencer par vous remercier pour vos interventions, vos éclairages, ces réflexions passionnantes. Vous voyez, les messages commencent à arriver de remerciements. Peut-être on peut passer à quelques questions que je vais relayer. Plusieurs questions qui sont venues, en tout cas sur un même thème, à savoir la question du rapport au vivant, le vivant comme personne. Est-ce qu'il serait possible, au-delà du biologique, est-ce qu'il serait possible que peut-être vous développiez un petit peu plus ce point ou partagez de nouveau vos réflexions sur ce sujet, sur le rapport au vivant, le vivant comme personne, enfin comme une personne, pardon. Pour moi, quand Gérard a parlé du rapport au vivant comme personne, je ne peux pas m'empêcher d'associer la persona avec, avec l'histoire de vie. C'est-à-dire, en d'autres termes, que ce qui va interconnecter entre mon expérience intérieure et cette persona en termes de masque, c'est qu'elle permet l'interaction avec les autres et que le jeu du masque entre mon masque et moi est nourri des interactions avec les autres. Et qu'à partir du moment où ça n'est plus le cas, je me rigidifie dans une histoire identitaire et là, le masque devient un masque en soi. Voilà, je te passe la parole. Oui, enfin pour moi, le vivant, c'est pas un masque. Pour le coup, c'est l'opposé de la persona. C'est-à-dire ce qui est le vivant au sens ontologique, c'est-à-dire l'être. Quand je parle de rapport personnel, c'est des éléments où j'ai un peu de difficulté en termes de langage à traduire ça, mais c'est des expériences qui peuvent être des expériences avec la nature ou une rencontre amoureuse où on sent qu'il y a, il y a un tiers en présence. C'est-à-dire, on a tous vécu ça, peu ou prou, à un moment, par exemple, dans une thérapie, ou un moment, on n'est pas que tous les deux. On n'est pas avec l'autre en face et soi. Il y a une sorte de présence qui est liée à notre propre présence partagée, à l'évidence, mais qui appelle une autre présence avec un grand P, quoi. Et ça se sent. C'est-à-dire que parfois, ça peut même parler chez certaines personnes qui seraient un peu plus médiumniques, si j'ose dire, mais pour l'essentiel, c'est quelque chose qui se ressent, qui s'expérimente et qui change la donne. Parce que là, à ce moment-là, on ne vit plus le vide comme un vide, mais effectivement comme un canal de quelque chose, comme quelque chose qui est une forme de passage. Et aujourd'hui, on est quand même dans la Pâque, on est dans Hak Semear Pessar, on est dans la Pessar, on est dans le moment où il va falloir qu'on passe d'une captivité à une liberté. Je vous rappelle quand même que Moïse a libéré les Hébreux dans leur sortie d'Égypte avec 40 années de traversée du désert. Dans cette traversée du désert, ils ont été nourris de la manne. Manne en hébreu se dit man-ou. Man-ou, ce n'est pas du tout les fleurs de tamaris de quelles il s'était nourri. Peut-être qu'il y avait ces petits protéines végétales. Mais surtout, man-ou, ça veut dire quoi? Autrement dit, ce qui nous nourrit, c'est les questions, ce n'est pas les réponses qu'on nous donne. C'est la façon de se questionner dans le vivant. Et pas uniquement avec notre tête, avec notre mental. C'est qu'à un moment, la question, elle brûle en moi. Et j'ai la rage, quelque part, de comprendre. J'ai la rage d'embrasser quelque chose du vivant et qui ne soit pas une réduction explicative. C'est ça le grand danger, c'est que très vite, on va forclore le débat parce qu'on va donner une explication. Mais non, c'est pas ça. C'est un moment, on est en contact avec la présence du vivant. Cette présence du vivant, elle va se manifester selon les personnes de manière totalement différente. Encore une fois, ça peut être le contact avec un animal, avec une fleur, avec un végétal, mais ça va être aussi avec un humain ou avec tout simplement avec le ciel. Hein, c'est-à-dire quelque chose qui fait que on est, entre guillemets, on est traversé. Voilà, c'est le mot, on est traversé par quelque chose. Alors, je vais rectifier ce que j'ai dit tout à l'heure parce que ça pouvait être source d'incompréhension. Ce que je voulais dire, c'est que le vivant tel que tu le décris, Gérard, c'est justement ce qui en retour vient questionner les interactions entre ce que je suis au plus profond de moi-même et le masque
dans sa représentation sociale que je porte et que ce vivant vient sans arrêt questionner ces interactions-là. Et que plus le masque est présent et plus il fige et plus le vivant ne fait plus question. Absolument, complètement d'accord avec toi, complètement d'accord avec toi. Alors, j'en viens à une autre question qui a été posée là il y a quelques instants. Je la cite, le Covid ne serait-il pas une nouvelle expression du monde traumatique dont nous avons tous hérité, aussi bien thérapeutes comme patients? Alors ça, c'est, je méfie, bon, cette question est très intéressante et en même temps, je m'en méfie un peu parce que c'est vouloir prêter une intentionnalité au Covid. Je suis pas, la seule intentionnalité du Covid, c'est de se répliquer. Lui, il faut qu'il trouve un autre pour pouvoir se répliquer. Grosso modo, ça va pas plus loin que ça. Après, c'est dans le contexte où apparaît le Covid qu'il y a problème. C'est dans le contexte de ce qu'évoquait Eric, de ce monde où on est dans la mondialisation, où toutes les frontières sont abolies, où ça va vite et ça échange vite. Et à un moment, il y a quelque chose qui perturbe. Alors peut-être qu'il y a derrière une finalité, un message, chacun va l'interpréter à sa manière. Ce qui est intéressant, c'est que même les gens qui se disent athées se questionnent. J'ai eu l'occasion de discuter avec des gens qui se disent, moi je suis athée, mais athée, je rappelle étymologiquement, athéos, ça veut dire qu'il n'a pas de vision. Théos, ça vient du grec, qui veut dire aussi vision. C'est-à-dire qu'il n'a pas non plus de sensorialité. C'est quand même triste d'être athée à ce moment-là, s'il n'y a pas la sensorialité, que ce soit la vision, l'audition, etc. Donc, en fait, cette notion de perte de vision est fondamentale. Et là, on voit bien que tout le monde est sommé, en quelque part, de retrouver une vision des choses, c'est-à-dire de retrouver une perspective des choses, c'est-à-dire de refaire sens ensemble collectivement, mais encore une fois, sans confusion, sans séparation. Si j'avais une question à poser, je ne crois pas que ce soit le Covid. Je te rejoins, Gérard. C'est pas le. Si le Covid-19 révèle la dimension de la construction traumatique de notre monde, peut-être que le lien qui peut être fait, au moins, peut-être avant, mais au moins avec l'expression des deux guerres mondiales du XXe siècle, c'est la question si d'avoir emmené tant de millions de morts euh, dans des sociétés, notre société européenne, censée être la plus civilisée à l'époque de la planète, n'avait pas emmené une perte de confiance dans la relation humaine de manière massive. Et que, et que la construction d'après-coup amène à avoir plus confiance dans le rapport à la technologie et aux techniques que dans la confiance dans le lien humain. Et peut-être que cette question-là, c'est ça que ça vient questionner. Mais c'est plus dans ce que le Covid-19 révèle de notre vulnérabilité et d'avoir construit une dimension déconnectée du réel de notre monde que de une intention du virus. Je dirais ça comme ça. Très bien. J'en viens à une autre question. Qu'est-ce que tu en penses, Gérard? Ouais, je pense que le danger qui va apparaître pour moi est un danger qui vient un peu de l'intellect, c'est-à-dire de vouloir réfléchir sur le sens de la vie. Et pour moi, ce qui me paraît essentiel aujourd'hui, c'est plutôt que de réfléchir sur le sens de la vie, il s'agit de la vivre. Autrement dit, le sens se révèle dans l'intensité avec laquelle nous vivons cette vie-là. C'est-à-dire que si on part dans des discours trop intellectuels, et peut-être qu'on n'y échappe pas, mais à mon avis, il y a un danger. Justement, la présence du Covid nous enjoint, je dirais, à nous mettre véritablement au cœur de l'épreuve comme une forme d'exercice et qui peut recéler un véritable talent pour nous éveiller à autre chose. Je crois, hein, c'est une opportunité incroyable si on y réfléchit. Mais alors qu'on réfléchisse à des organisations différentes en termes de santé, qu'on réfléchisse à des aspects économiques en termes de mondialisation, ça c'est juste évident. Mais à un niveau individuel, personnel, profond, j'ai envie de dire, vivons la vie, quoi. Hein, vivons la vie, peut-être que justement, on ne la vivait pas assez. Et je te rejoins sur la question du danger, Gérard, car la crise,
pose la question du futur et pas du passé. Et que d'aller chercher des causes dans le passé est une manière de nous empêcher de nous projeter dans le futur. Or, Exactement. la réponse est non pas qu'est-ce qui a bien pu arriver pour qu'on en soit là aujourd'hui, mais comment on passe de cette question-là à partir de ce qui se passe aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut en faire demain? C'est ça. Et comme tu l'as dit, retransformer les liens. Mhm. Oui, C'est une œuvre alchimique à l'étage planétaire pour moi. On est dans la Nigredo. Je me rappelle que Sri Aurobindo et Satprem, et surtout Sri Aurobindo, avaient écrit, et là on est en 1950 ou 1955, je ne sais plus exactement. Il l'avait écrit dans le Yoga des cellules, l'humanité et l'Occident va être recouvert d'un fleuve de boue. Alors on pourrait dire c'est prophétique, mais en même temps, la prophétie n'est pas une vision comme l'aurait un médium ou un clairvoyant. La prophétie, comme dans la Bible d'ailleurs, c'est une façon d'intégrer différents éléments qui permettent juste de sentir là où les choses vont actuellement. Et bon, ben on y est dans le fleuve de boue. Maintenant, restons debout dans le fleuve de boue. C'est comme ça que peut grandir la fleur de lotus ou s'épanouir. Enfin, ça, c'est le message d'espérance. Bien, j'en viens à une autre question qui a été posée tout à l'heure, un tour concernant la spiritualité. Dans la spiritualité, pourquoi, c'est ce qui a été dit tout à l'heure, pourquoi parler d'un tiers comme intervenant et non pas plutôt d'un tout comme un liant? C'est joli aussi, Oui, c'est une belle formulation. Quand je dis par rapport à un tiers, c'est que quelle que soit la spiritualité à laquelle on se réfère, l'intervenant spirituel fait référence à un tiers en général. Hein. Même si je suis dans le bouddhisme, je fais référence à Bouddha. Hein. Alors on va dire le bouddhisme n'est pas une religion. Je rappelle quand même que les grandes nobles vérités du sermon de Bénarès, dans les grandes nobles vérités, la première noble vérité, c'est Sanam Dupka en sanskrit, ce qui veut dire tout est souffrance ou tout est impermanence. La deuxième noble vérité, c'est toute souffrance et la souffrance d'un ego. La troisième noble vérité, c'est plus je suis attaché à mon ego, plus je vais souffrir. Donc la quatrième noble vérité, c'est le dharma, c'est-à-dire l'extinction de la souffrance. D'ailleurs, c'est la seule spiritualité qui s'est proprement qui s'est concentrée à soulager la souffrance. Mais la quatrième noble vérité, c'est le dharma, c'est-à-dire le non-attachement, la voie de la non-dualité, plus exactement, du non-attachement. Ce qui ne veut pas dire le détachement. Et là, parfois, c'est un peu confus dans les textes. Mais pas chez Bouddha, hein, ce n'était pas confus du tout. Hein, il avait parfaitement compris qu'on pouvait être en relation à l'autre, comme en relation au grand tout, sans pour autant être effectivement dans les dynamiques attachmentistes ou dans les dynamiques d'attachement comme on le vit en Occident. Donc, cette notion de tiers, elle est référée, si on est dans une dynamique chrétienne, eh bien, on est référé au Christ. Si on est dans la Bible, on est référé à Yod et Vavé, enfin, etc. Donc, il y a cette notion de tiers. Là, je parle des véritables spiritualités. Hein. Je ne parle pas du tourisme spirituel qui fait business aujourd'hui, où on parle de spiritualité comme on dirait Club Med. Hein. Non, ce n'est pas ça du tout. Hein. La vraie spiritualité, c'est une référence à une expérience du divin ou de la transcendance, et je sais que le mot divin est surchargé de sens, mais en même temps, c'est une expérience d'autre chose, d'une autre réalité. Voilà. Et là, à ce moment-là, c'est référé davantage à un tiers. alors Mais moi, oui, je vais vas-y. répondre à cette question pour compléter la réponse de Gérard à un niveau plus pragmatique, plus terre à terre. Euh, Nous autres, les êtres humains, et ça c'est depuis que nous sommes petits, nous avons la capacité à créer des formes à partir du fond. Or, quand nous sommes sur le tout qui unit, c'est du registre de l'informe et ce registre de l'informe pour trianguler, il nécessite de prendre forme. C'est ce qui fait qu'on exprime des formes. Toute la question, c'est de rester, est-ce qu'on va être sur la forme qui va avoir une valeur symbolique, c'est-à-dire qui va avoir la valeur d'agir l'unité, d'interagir dans l'unité, ou est-ce qu'on va matérialiser cette forme jusqu'à en faire une icône ou une idéologie. Et à ce moment-là, on va prendre le symbolique pour une
construction réelle et à ce moment-là, il n'y aura plus d'interaction. Ça devient une chose en soi. Mais de toute façon, notre singularité même dans le développement humain, notre capacité à avoir la conscience réflexive amène que pour trianguler du fond, on ne peut pas faire autrement que de créer des formes. L'important, c'est qu'on ait conscience, et c'est ça le problème aujourd'hui à mon avis, que les formes que l'on crée sont des formes que l'on crée du tout, et que ce sont des créations humaines, que ce n'est pas des vérités en soi. À ce titre-là, je rappelle que Victor Hugo avait une formulation que je trouve assez lumineuse, comme beaucoup de ses formulations, où il disait « la forme est la surface du fond ». Oui. C'est-à-dire qu'il y a toujours une interrelation entre la forme et le fond. Et si nous laissons advenir le fond en nous, le fond de nous-mêmes, eh bien, la forme va être en adéquation avec le fond, davantage en adéquation qu'elle peut l'être aujourd'hui. Voilà. Alors, j'en viens à encore une autre question, puisqu'on parlait de la spiritualité, des tiers. La vie qui est tutoyée, je reprends l'expression qui a été utilisée tout à l'heure, est-ce l'équivalent d'un tiers spirituel? Ça peut être l'équivalent d'un tiers spirituel, mais pas que. Si on reprend par exemple les travaux d'Emmanuel Lévinas, le grand philosophe, il disait d'abord, peut-être ce qui est essentiel, il disait l'idée de Dieu m'est venue par le visage. C'est intéressant quand même. Autrement dit, c'est envisager l'autre, c'est lui donner un visage. Et dans le tutoiement, il y a cette idée d'envisager, de donner un visage. Alors, ce visage, eh bien, ça peut être, c'est pas forcément celui je dirais, de l'iconographie spirituelle habituelle. Hein. C'est toute forme, je dirais, d'envisager pour tutoyer, quoi. C'est de donner un visage, mais ça peut être le visage de quelqu'un que l'on connaît, hein, et à travers lequel on ressent autre chose, quelque chose qui nous met sur un chemin de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on est toujours révélé par l'autre, d'une certaine façon. Encore une fois, quand on parlait du moi, le moi, c'est ce que je crois être, ce n'est pas ce que je suis. Le moi, c'est une croyance. Que ce soit Jung, Lacan ou Freud, ils ont dit la même chose par rapport à l'imaginaire. Ce que j'appelle le moi ou l'ego, c'est une croyance, c'est une adhésion. Or, si on reprend Rimbaud, et ce n'est pas une figure de style, je est un autre. À quel moment dans ma vie je suis capable de dire je véritablement? On le sent bien en thérapie quand les gens commencent à dire je, que ça devient plus vivant, cette notion-là. Ben, c'est parce qu'ils sont en relation avec quelque chose à la fois qui les fonde et qui les dépasse d'une certaine façon. Et pour ceux qui ont fait une expérience analytique, moi je garderai toute ma vie cette expérience, c'est-à-dire qu'à un moment sur le divan, ça a parlé en moi. C'est-à-dire que je me suis senti et écouté parler. Mais je savais très bien que ce n'était pas mon moi qui parlait. C'était autre chose en moi qui parlait. Quand on a fait cette expérience-là, elle est irremplaçable. Et ce n'est pas une croyance, ce n'est pas une adhésion à quelque chose, c'est une expérience fondatrice. Et quand on a touché ça, alors ça veut dire qu'on a été touché par un archétype. Ça veut dire qu'on a été touché par un champ de nous-mêmes je dirais, qui a la parole à ce moment-là. Et c'est une parole de sujet. Hein. Là, on est vraiment sujet de quelque chose. Et je vais rebondir sur ce que tu dis, Gérard, car ce qui est pas la moindre comment dirais-je moi, dans la crise actuelle, c'est que justement, le virus n'a pas de visage. Alors, il n'a pas de visage. Alors, il n'a pas de visage. Comment? Il n'a pas de visage et en même temps, c'est intéressant, il a une couronne. Et je discutais avec. Visage et en même temps une couronne, oui. Ouais, et il a une couronne. Et en même temps, je regardais ça avec une amie qui fait de l'immunologie. Et elle me disait, qu'est-ce que tu en penses, toi qui t'intéresses au symbolisme si j'ose dire, de la gueule du Covid? Et en fait, le Covid, il est à la fois dans sa dimension, il y a du masculin et du féminin. Alors, c'est un peu long pour vous le détailler, mais ça veut dire qu'il y a une espèce de double polarité du Covid. Dans la dimension, on va dire, masculin-féminin, appelant à des réactions immunitaires d'ailleurs différentes. Vous avez remarqué, tout le monde a remarqué
que, par exemple, les femmes avaient il y avait moins de mortalité chez les femmes que chez les hommes. Pourquoi? Parce qu'il y a une immunité différente en réaction avec le Covid. Et là aussi, c'est probablement lié à la dimension hormonale. Donc, il y a plein de choses intéressantes. C'est vrai que la forme du Covid lui-même n'est pas sans nous interpeller, quand même. Ce Covid couronné, là. Et ce que je voulais ajouter, c'est que comme il n'a pas de visage, eh bien, la réponse, tant de nous que des dirigeants, est d'une tentative de répondre de lui donner un visage. Et donc, les réponses sont multiformes. Mais comme elles sont multiformes, elles sont encore de l'informe et du chaos. Et bien voilà, Et qu'elles participent de notre confusion. elles sont dans le champ du chaos. Elles sont Oui. dans le champ du chaos. Mais regardons ce qui se passe actuellement dans le monde. Là, je vais être délirant, ils vont pas tarder à m'hospitaliser et me mettre en asile, mais le chaos, c'était un des premiers dieux grecs, voire le premier. Le chaos, le dieu chaos, c'est celui qui est le vide informationnel. Quand Gaïa ne peut plus enfanter, elle porte les titans en elle. Qu'est-ce qui permet à Gaïa de libérer les titans par la naissance, par l'accouchement? C'est qu'on fait intervenir, Eros fait intervenir le chaos, parce que sans ce vide informationnel séparateur, on serait complètement en circuit fermé, on serait bouclé et Gaïa meurt. Et bien c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a une réplique de la mythologie du chaos. On est dans le chaos pour que quelque chose se puisse réenfanter. Et à ce moment-là, on pourrait dire, la Terre n'est pas malade, elle enfante. Elle enfante à nouveau. C'est très beau. Ah, bon. Bien. Vous voulez rajouter quelque chose à ce sujet ou... Je rajouterais que le problème aujourd'hui, puisqu'on parle sans arrêt de santé, il ne faut pas oublier non plus que santé, et c'était le même mot antérieurement, là encore une fois chez les Grecs, pardon pour ces références culturelles, mais elles sont importantes, c'était le même mot que soteria, c'est-à-dire que la santé avait à voir avec le salut, c'est-à-dire avec le sens profond de l'homme. Aujourd'hui, la santé est devenue un repère essentiellement objectif, économique, avec des critères extrêmement précis où on parle de la santé. Mais encore une fois, cette définition de la santé, comme le donne l'OMS, non qu'elle soit mauvaise, mais elle peut parfois friser une définition de toxicomane. Quand on vous dit la santé, c'est un total état de bien-être physique, moral et social qui est en bonne santé dans cet auditoire. Je préfère à ce moment-là presque la définition de Georges Canguilhem, le philosophe, qui disait la santé, c'est la capacité de tomber malade et de s'en relever. Parce que c'est bien ça l'enjeu. C'est quelle est la dynamique qui est derrière la santé. C'est qu'est-ce qui fait qu'effectivement, on est à la fois dans la grande santé. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'avoir que des normes biologiques, il faut aussi se sentir en forme. Il faut aussi se sentir dans un épanouissement psychique, physique et social. Et c'est là la grande question. Donc aujourd'hui, manifestement, le monde n'est pas en grande santé. On ne peut pas dire, même si tous les critères objectifs étaient là, eh bien, on ne serait pas en grande santé. Voilà. On est malade. Alors, je rebondis tout de suite sur une question, commentaire en même temps qui vient d'être posée. Il s'agit que la Terre puisse réenfanter ou qu'elle puisse réenchanter. C'est magnifique comme formulation parce que c'est les deux. C'est comment réenchanter le monde. Et nous-mêmes, on voit bien dans nos angoisses, dans nos difficultés, dans nos peurs, etc., qu'on est en train de perdre cet enchantement, mais qu'en même temps, par la redécouverte du lien, par la transformation du lien, comme l'évoquait Eric, eh bien, ça réenchante le monde. Et aujourd'hui, un webinar comme celui-ci permet de retrouver, à travers à la fois l'humour, un peu la pensée, etc., et les échanges, quelque chose du réenchantement du monde. Je vous donne juste un petit exemple. La semaine dernière, j'ai vu une patiente dans le Périgord. Je continue à consulter dans le Périgord. Et elle me dit la phrase suivante. Vous avez vu, docteur, un peu le Covid, là, cette épidémie, c'est incroyable. On dirait un vrai tiramisu. Elle voulait dire un tsunami. Moi, je trouve que c'est magnifique. Elle dit c'est un tiramisu. Bon, peut-être qu'on en fera un dessert, quoi. Voilà. C'est-à-dire que là, il y a toute cette dimension de retrouver, et ça, c'est toute la place de l'imaginaire. C'est comment restimuler notre imaginaire
dans la sortie de crise. Et Dieu sait qu'à mon avis, ça se manifeste. Moi, je suis impressionné quand même par les gens dans leur capacité d'écrire, de dire des choses, de transmettre des choses, que ce soit par vidéo ou par écrit. Donc, on peut dire que quand même, le réenchantement du monde, il est proche. Je suis là plutôt optimiste. Très bien. Il nous reste quelques minutes avant de terminer ce webinaire pour aujourd'hui. Peut-être Eric, Gérard, est-ce que vous souhaitez dire quelques mots chacun en conclusion pour terminer? Alors, je ne crois pas qu'on puisse conclure sur un sujet pareil, c'est sûr. Ou alors ce serait en guise de non-conclusion. Moi, j'ai envie de dire, revenons à nous tout en étant reliés à l'autre. Mais revenons à nous, vraiment, il y a urgence à revenir à nous. Il y a urgence à essayer de rééprouver quelque chose, à être en contact avec le vivant. Bon, nous, on a la chance, comme beaucoup, mais malheureusement pas tout le monde, d'être en contact avec la nature. On a des jardins, on a des arbres, on a des fleurs, ou des animaux. Eh bien, quand on sent, moi, je sens beaucoup plus ce contact avec la nature que je le sentais avant, parce que j'étais endormi dans ce que j'appellerais le speed, c'est-à-dire passer d'une conférence à l'autre, d'un séminaire à l'autre, d'un article à l'autre, d'une consultation à l'autre. Bah là, curieusement, il y a une pause, il y a un temps d'arrêt. Et ce temps d'arrêt, si on le met à profit, eh bien, on va ouvrir notre sensorialité à autre chose véritablement. Et ça, je crois que le message, il est là. Il est là dans cette pause nécessaire, indispensable pour être, comme on dit, peut-être, touché par la grâce. Pour conclure, Eric. je prendrai d'abord un temps de silence. Et de ce temps de silence, je dirais que si je prends par rapport à ce qui se passe une position décentrée, position de thérapeute, je dirais c'est un peu comme en thérapie brève dans une thérapie qui finit dans le chaos. Ça nécessite, quand les choses ne marchent pas, de fermer le dossier et de reprendre tout à zéro. Ce que je veux dire par là, c'est que la reprise de tout à zéro nous concernant, c'est retrouver justement nos fondamentaux. Et les fondamentaux, ils passent par l'expérience intérieure. L'expérience intérieure, elle passe par l'expérience perceptive. Et, et, et ce qui est intéressant, c'est que quel chemin ça va prendre, qu'est-ce qui va émerger, c'est à la fois la question, elle vient, elle vient de soi, de tous ces soi qui, interconnectés, peuvent faire émerger quelque chose de nouveau si ça n'a pas déjà commencé à émerger. Mais tant qu'on va chercher la réponse à l'extérieur, pour moi, on va continuer à être dans l'impasse. C'est ça que je dirais. Et que la question que nous, probablement, en tout cas qui m'a animé dans tout ce que j'ai développé jusqu'à aujourd'hui, c'est comment passer dans notre époque d'une position de plus d'être ensemble avec le patient que de la position d'expert. Voilà ce que je dirais. Merci Eric, merci à notre animateur bien-aimé qui a conduit ça de main de maître de l'Institut Mimétis. Je trouve que c'était une super belle initiative, Eric et toute l'équipe de Mimétis. Qui, je crois, on peut applaudir. On va les applaudir silencieusement, mais on les applaudit quand même. Merci Gérard. N'hésitez pas à applaudir. Merci Gérard d'avoir participé à ce bel échange malgré les problèmes techniques. On va vous, juste avant de terminer. À bientôt. Totalement. On va remercier encore une fois Gérard et Eric pour leur disponibilité et puis nous avoir permis de penser en profondeur pour prendre de la hauteur. Ça ne s'oppose pas, bien au contraire. Et puis vous rappelez juste un dernier mot, vous rappelez qu'il y aura un prochain webinaire vendredi prochain où les échanges, les discussions pourront continuer encore et nous aurons le plaisir d'avoir de nouveau Eric qui sera présent et Julien Bedbez. Voilà. Un grand merci à tous et puis à très bientôt. Merci.
Au revoir. Tiens. C'est la quatrième fois que ça tombe. Tu me donneras ton modèle, je te commanderai un étude. Ouais. Bon, j'ai quitté la réunion parce que